Est-ce que tout marche? Oui, parfait. Ben, on va commencer. Donc, salut. Moi, c'est Léonie. Je suis stratège en communication numérique chez 01 Hub Numérique Estrie. Et puis, mon poste s'appelle aussi technothérapeute. Ça, c'est la partie blague de mon poste. Donc, auparavant, j'ai travaillé en diffusion au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, qui est une salle de spectacle en Estrie. Puis ensuite de ça, j'ai aussi fait un bac et une maîtrise en communication marketing à l'Université de Sherbrooke. Ici, je suis vraiment dans le numérique, donc nécessairement, j'ai remarqué des éléments depuis que je travaille chez 01 Hub Numérique. Je remarque qu'il y a des mots-clés, il y a des nouveaux buzzwords qui s'immiscent dans nos demandes de subventions nécessairement, qui sont des nouveaux éléments qu'on parle en termes de bonnes pratiques du numérique. Puis depuis quelques années, on parle de plus en plus de découvrabilité des contenus numériques, des contenus culturels. Donc aujourd'hui, on va démêler des termes. On va aussi explorer des solutions simples qui s'offrent à tout le monde. Puis tout ce que je vais expliquer, c'est des solutions qui peuvent se faire gratuitement à l'interne de votre organisation. Si vous n'avez pas les ressources, nécessairement, c'est possible de demander à l'externe de l'aide par rapport à ça. Puis c'est des choses qu'on fait, nous, chez 01 Hub Numérique Estrie, mais tout ce que je vous explique, c'est quelque chose qui peut se faire par quelqu'un d'un peu à l'aise avec les communications ou avec le numérique. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, sentez-vous bien à l'aise de les poser dans le chat. Vous pouvez poser les questions, il y a toujours un délai de 15-20 secondes là, entre le moment où je dis les mots et le moment où vous les entendez. Mais on a un modérateur qui s'occupe du Facebook Live qui va pouvoir coordonner les questions. Soit ça va attendre la fin de la présentation, soit ça va se passer pendant, dépendamment comment les choses évoluent. Donc voilà. La fabuleuse équipe de 01 Hub Numérique Estrie. C'est la culture pour la culture, puis nous préférons les gens aux machines et le café à l'eau. Donc voilà, les humains de chez 01. On a différentes expertises au niveau des communications numériques, au niveau des sites web, le référencement, la visibilité, la découvrabilité, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ce nouveau réseau social que j'adore, TikTok. Ensuite de ça, les infolettes, comment segmenter vos communications avec vos abonnés, vos membres, tout ça. Puis finalement, on a aussi des expertises au niveau de d'autres plateformes, qui sont par exemple les bases de données mutualisées, les outils de CRM, puis les billetteries. Fait que c'est tous des projets possibles de faire avec la section communication numérique chez 01. Donc, bienvenue dans le monde des machines. On commence. On va parler de la découvrabilité. Ça, c'est le terme parapluie qui inclut 4 éléments. Donc, la découvrabilité, c'est quoi? C'est la capacité à se faire découvrir et la capacité à proposer des découvertes. Donc, premièrement, se faire découvrir, c'est que les gens arrivent sur notre site. Ça, c'est notre score général de découvrabilité. Mais c'est aussi à partir de mon site, comment je peux faire découvrir de nouveaux contenus vers d'autres sites, vers mes partenaires, tout ça. Fait que c'est comment je m'intègre dans la toile du web, cette grande toile d'araignée, le web. Donc, on a 4 piliers pour la découvrabilité. On a la promotion, on a le marketing numérique, on a l'optimisation SEO, puis on a les données structurées. Ces 4 piliers-là, ils peuvent se séparer en 2 publics. On a 2 publics qui viennent sur mon site à tous les jours. Donc, on a des utilisateurs qui sont les humains, qui sont vous et moi. Les utilisateurs, c'est la personne qui navigue vers le site web. Donc, cette personne-là, elle s'attend à avoir un beau site, clair, structuré. Si je cherche une information particulière, je la trouve. Puis ensuite de ça, il y a les robots, les machines de Google ou de Microsoft qui s'appelle Bing, le moteur de recherche, qui envoie tout le temps des espions sur les sites pour évaluer la qualité du site, puis ensuite de ça, évaluer le contenu, la qualité du contenu. Et ce qui est intéressant, quand on a un bon score avec Google, c'est qu'on est référé plus haut dans les résultats de recherche. Donc, par exemple, je cherche Sporobol, centre d'art actuel. Mais idéalement, la page web de Sporobol serait sur ma première page de Google, le premier résultat de recherche, puis idéalement, elle serait en haut complètement de la liste. C'est ça qu'on cherche à faire en faisant la découvrabilité, c'est qu'on cherche à être dans les premiers résultats. On ne veut pas que les gens aient à aller 3 pages de suite, puis aller next dans Google pour ensuite finalement trouver notre site web. Il y a les robots, puis il y a les humains, tout le temps. Dans tous les cas, il faut plaire aux deux. Donc, les 4 piliers sont séparés par public. On a les utilisateurs, les humains avec la promotion, le marketing numérique.
dont on va parler aujourd'hui. Ensuite de ça, on a les robots, les machines avec le référencement SEO et les données structurées. Puis souvent, comme on a dit aujourd'hui, c'est découvrabilité et SEO, c'est ça le nom de la présentation, parce que c'est ça les mots-clés qu'on attend ces temps-ci. Mais la découvrabilité, ça contient 3 autres affaires que le SEO. C'est ça qu'on va parler aussi aujourd'hui. Pour être vraiment certaine qu'on comprend, la découvrabilité, c'est le parapluie. Puis ensuite de ça, on a 4 piliers. Puis un de ces 4-là, c'est SEO. Donc voilà. Nos amis chez Culture Laval ont fait du vraiment très beau travail de documentation au niveau du numérique, des communications numériques, de la découvrabilité. Ils ont fait cette image-là que j'ai trouvée super, super claire, de qualité, tout ça. Je l'ai mis, puis je vous mets aussi la référence là, en bas de PowerPoint. Là. En fait, non, il y a mon image par-dessus, mais le PowerPoint va être disponible là, si vous voulez le voir, puis cliquez là-dessus, ou vous allez voir sur culturelaval.ca. Ils ont fait un kit de découvrabilité, c'est vraiment super qualité. Je les applaudis. Donc, on a nos premiers utilisateurs, nos humains, pour la promotion. C'est quoi la promotion des contenus? Bien, ça, c'est classique. La promotion des contenus, premièrement, c'est l'achat média. L'achat média, c'est tout ce qui a trait au placement publicitaire dans les journaux, les panneaux d'autoroute, les radios. Puis ça se calcule en PEB, en point d'exposition brut. Souvent, quand on parle de numérique ou de découvrabilité, on pense juste au numérique, mais en fait, pour rejoindre les humains dans la vie, il y a le numérique, mais il y a aussi en dehors des écrans, il y a dans la vie aussi. Et c'est pour ça que l'achat média est intéressant. Donc ça, c'est un classique là, qu'en général, n'importe qui a étudié en communication comprend là, de quoi qu'on parle. Ensuite de ça, il y a les concours. C'est une très bonne tactique de découvrabilité en numérique. Ce qui est intéressant avec les concours, par exemple sur Facebook, c'est que souvent, le prix qu'on offre, c'est en fait de la valeur, ça n'a aucun frais pour nous. Si on est une salle de spectacle, on a des billets de faveur. Si on est un musée, on donne des entrées gratuites, ça n'a pas de frais pour nous. Donc, c'est vraiment 0$. Mais par contre, la visibilité qu'on a, par exemple, si on dit aimer le post, commenter en dessous, tout ça, toutes ces actions-là qui sont faites sur nos réseaux sociaux nous coûteraient cher si on avait à faire du placement publicitaire pour l'avoir. Donc, c'est vraiment de la publicité pour 0$. Là, je vais quand même mettre une petite note parce que les concours, c'est pas une manne. Les concours, ça peut devenir vite d'évaluer l'offre. Donc, c'est très important d'y aller avec parcimonie au niveau des concours puis pas avoir l'air de faire tout le temps des concours pour remplir, par exemple, ou des concours parce que il n'y a rien qui se passe. Puis on veut pas que les gens participent juste pour gagner quelque chose. On veut aussi créer une relation long terme avec notre public. Donc, c'est à utiliser avec parcimonie. C'est une pente glissante. Ensuite de ça, il y a les événements. Puis la discipline événementielle en communication, comme en culture, c'est quelque chose qui est très connu. En fait, c'est souvent ça qu'on fait. C'est dans ces contexte-là qu'on a le plus de potentiel de créer des liens affectifs avec le public cible ou de créer des conversions vers l'achat, d'amener les gens à s'abonner, tout ça. Donc, c'est une discipline ultra versatile qui nous permet aussi tout un axe de commandite. La commandite en événementiel, ce qui est intéressant, c'est que cette commandite-là est liée à un événement avec une date puis une fin. Fait que là, tu peux créer des relations comme court terme avec certains commanditaires juste pour engranger de l'argent. Puis tu peux aussi créer des relations long terme, par exemple avec des grands présentateurs de séries. Si on pense, mettons, je suis un orchestre symphonique, il y a des présentateurs court terme, long terme pour les abonnements, tout ça. Très intéressant de faire de l'événementiel. Puis ensuite de ça, finalement, il y a les relations publiques. Les relations publiques, ben, c'est une discipline des communications qui est en manque criant là, de main-d'œuvre en général. Souvent, dans le domaine culturel, ce que j'ai vu d'expérience, c'est que les gens des organismes font eux-mêmes leurs relations publiques. Les relations de presse, mais ça va de pair avec l'achat média, selon moi. Donc, c'est une relation qu'on doit chérir, puis c'est quelque chose qui doit travailler un peu comme donnant-donnant. C'est des vases communicants, l'achat média, les relations publiques. À quel point on va être représenté par un média, ça va dépendre de notre relation avec eux. Ensuite de ça, on a le marketing numérique. Donc, comment joindre notre monde, mais sur le web. Donc, on va passer les écrans. Il y a différentes façons, par exemple l'achat de mots-clés SEM. Puis là, on a fait un webinaire complet sur l'univers Google, donc je ne vais pas aller en profondeur là-dedans, mais on a l'achat de mots-clés, donc le SEM. Par exemple, ici, on regardait des harnais pour chiens, donc nécessairement, il y a du placement publicitaire. Tout ce qui est en haut, tout ce qui est les petites images, bien, ça va être c'est des liens vers des sites. Le site a payé pour se retrouver dans ces résultats-là dans Google. Ensuite de ça, les premiers résultats en dessous aussi, les premiers résultats qui sont en texte.
Quand on est un organisme culturel, on a accès à Google Ad Grants via le site de TechSoup. Puis ça, ben, ça nous donne du placement publicitaire gratuit là, pour les OBNL. Ensuite de ça, il y a la programmatique qui se fait avec le réseau Google Display. Puis là, on voit ici une pub là, du Festival Juste pour Rire sur le site, si je ne me trompe pas, de la presse. Donc, les grands sites web là, qui engrangent beaucoup de visites dans une journée, ils peuvent s'inscrire dans le réseau Display, puis ensuite de ça, avoir une cote sur toutes les publicités qui se font sur leur site. Donc, c'est intéressant pour ça. Si jamais vous êtes si vous avez envie de visiter sur le web, ensuite de ça, il y a les campagnes Facebook, il y a Instagram, tout ça. J'ai mis un petit hashtag, découvrabilité. C'est important d'utiliser les hashtags. Parfois, c'est vu comme quelque chose de mauvais goût. En même temps, ça fait des liens. Ça fait des liens qui vont toujours rester. Fait que, si on veut faire de la découvrabilité, ben on cherche c'est quoi les hashtags pertinents à mon œuvre. On ne veut pas juste faire des hashtags pour faire des hashtags. Ça, c'est très important. On peut décider qu'on en a 5 qui vont être super pertinents avec nous ou qui vont être bilingues ou quoi que ce soit, dépendamment de mon public cible. Puis là, ça va être pertinent. On ne veut pas de hashtags comme hashtag concours, hashtag like for like ou tout ça. Là. Il y a des éléments, des espèces de petits hacks là, qu'on peut voir, qu'on peut trouver sur les blogs, mais il faut faire bien attention de ne pas dévaluer notre offre et de ne pas avoir l'air d'une page là, qui est gérée par un enfant de 14 ans. Fait que c'est bien important de faire attention avec les hashtags, mais c'est important d'en faire. Ensuite de ça, on va parler du public qui nous intéresse le plus, ou en tout cas du moins qu'on comprend le moins. Ça, c'est les robots, les machines. Comment on fait pour plaire à ces robots-là? Puis à quel point c'est important de leur plaire? Ben, une des premières raisons que je trouve qui est importante de plaire à Google ou de plaire aux robots de Google, c'est que le web qui est audio seulement, il augmente chaque année. Fait que le web audio seulement, en fait, ce qui arrive, c'est que Alexa ou Google Home ou n'importe quel téléphone, ce qu'il nous propose, c'est la première réponse. Ce qu'il nous propose, c'est seulement le premier résultat dans Google. Là, j'ai dit, Alexa, c'est quoi Sporobol? Ou donne-moi les heures d'ouverture de Sporobol. Il va me donner les heures d'ouverture du centre d'art dans lequel je me trouve physiquement. Mais si je suis, par exemple, ailleurs dans le monde, si je demande c'est quoi Sporobol, peut-être qu'il va me dire que c'est une plante qui est super résiliente, qui est dans le nord du Canada, etc. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'ils disent tout le temps que c'est un centre d'art. Fait que comment je vais faire mon placement à mon SEO pour que le mot Sporobol soit le plus associé à mon organisme qu'à la plante duquel le mot a été inventé. Donc, c'est bien important d'avoir un bon SEO pour se retrouver en haut parce que les gens demandent à Google la réponse, puis c'est toujours la première réponse qui est dite. La deuxième, on ne la voit jamais. Quand on est sur un site web et on regarde notre écran, on voit tous les résultats. Si on est le troisième, ça ne nous dérange pas, on est quand même sur la première page, mais Google, il ne va jamais nous dire le troisième résultat, il va juste nous dire le premier. Ça, c'est important. Alors, on a quelques angles d'attaque, quelques petites tactiques qu'on peut utiliser pour plaire à Google. Premièrement, on veut optimiser l'expérience utilisateur sur notre site web en ayant un site qui est adaptatif. Puis en anglais, on dit souvent responsive. On a un bel exemple avec des amis à nous du centre d'artistes d'art. Eux, ils ont un super site web rempli de contenu pertinent. La seule affaire, c'est que leur site web il est fait pour une largeur d'écran X, puis il ne vient pas remplir l'écran. Puis Google aimerait bien ça qu'il remplisse l'écran. Là, ce que ça fait quand on regarde le site web de Dardar sur un écran qui est large, là, par exemple, nos écrans, nous autres, au bureau, sont super larges, bien là, tout ce que j'ai, c'est une grande barre blanche à droite. Donc, c'est pas tellement intéressant au niveau de l'utilisateur. J'aurais préféré qu'il remplisse l'espace ou que les mots soient écrits plus gros, tout ça. Un site web qui est responsive, qui est adaptatif, va permettre ça. C'est le même problème quand on est sur un mobile. Ce qu'on voit en fait, là, c'est que je regardais le site de Dardar, mais je ne pouvais pas lire les mots. Les mots sont écrits tout petits. Là. En dessous des images, c'est des mots, là, les petites lignes. Là. Donc là, moi, j'étais obligée de prendre mes doigts, puis en anglais, on dit pinch to zoom. J'étais obligée d'agrandir l'image pour voir le texte. Ça, Google n'aime pas ça quand les utilisateurs sont obligés de faire ça. Donc, nécessairement, il va donner un score qui est moins grand à Dardar. Encore là, ça ne les rend pas invisibles aux yeux du web. Si j'écris Dardar, c'est sûr que je vais tomber sur l'organisme. Parce que c'est un mot qui est assez unique, parce que c'est
un organisme qui est dans ma zone de travail, qui est dans mon champ d'intérêt, c'est sûr que je vais tomber là-dessus. Mais si je cherche, par exemple, le nom d'un artiste qui a déjà été chez Dartar, ben peut-être que je vais tomber sur un autre centre d'artistes avec un meilleur site avant. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que ce soit notre archive de cet artiste-là qui soit mis en valeur pour être découvrable. Donc voilà, ça c'est une des tactiques. Ensuite de ça, l'autre, ça va être de définir ses mots-clés. Puis là, définir ses mots-clés, c'est quand même un grand projet. C'est un projet qui ne doit pas se faire sur le coin d'une table, c'est un projet qu'on doit réfléchir avec la direction des communications, la direction générale, la direction artistique. Donc, premièrement, il y a deux listes de mots qui doivent se faire. La première liste, on va dire quels sont les termes qui définissent les activités de mon organisme. Ces termes-là, ils vont sortir de notre mission, vision, valeur, tout ça. C'est les termes que nous, on a décidés, ou qui sont en lien, par exemple, des fois avec des nouvelles orientations d'un ministère, ou qui sont en lien avec ce qu'on cherche à faire au cours des 5 prochaines années. C'est les termes qu'on a décidés. Ensuite de ça, on va se questionner, c'est quoi les termes qui sont recherchés par les internautes? Okay? Donc, qu'est-ce que les gens écrivent pour tomber sur mon site, premièrement? Ce que les gens écrivent pour tomber sur mon site, je vais le trouver dans Google Search Console, qui est un outil de Google, qui est gratuit. L'idée, c'est juste de s'inscrire dessus. Ça va nous donner des mots que les gens ont écrits pour tomber jusque moi. Par exemple, pour 01, Homme numérique Estrie, le premier mot qui est écrit, c'est Homme numérique Estrie. Ensuite de ça, il va y avoir des choses comme transformation numérique, ou numérique de gestion, ou plan majeur, qui est un de nos grands projets qu'on a fait, puis qu'on fait encore, qui nous avait donné beaucoup de découvrabilité. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on fait pour savoir ce que les internautes écrivent. Ensuite de ça, quelque chose qu'on peut faire dans la prochaine minute, c'est de googler notre organisme en écrivant, par exemple, Dardar ou Sporobol. Ensuite de ça, ce que je vais voir, c'est ce qu'on voit en haut à droite. Ça va me donner les recherches associées. Fait que Google a fait une partie du travail pour moi. Ce qu'il me dit, c'est quand les gens cherchent Sporobol, les gens cherchent aussi Sporobol Manicouagan. Ou ils cherchent Sporobol résidence, Sporobol appel de dossier. Et ça, ce qui est pertinent, c'est qu'il me dit les gens sont intéressés à ces pages-là ou sont intéressés à ce projet-là. Le projet Manicouagan, il s'est passé cet été-automne, donc ça a été un projet de grande envergure. Les gens l'ont recherché. Maintenant, je comprends. Fait que si sur mon site, il n'y a plus la page de Manicouagan, là, je suis en train de perdre mon référencement lié à Manicouagan. Donc, c'est très important de garder ça, ce référencement-là. Ça nous donne une partie de la réponse de ce que les gens cherchent pour tomber jusqu'à nous. Puis finalement, une autre chose à faire, c'est d'aiguiller le choix des mots que les internautes cherchent en regardant Google Trends. Le problème avec Google Trends, c'est que, par exemple, je peux voir dans la journée, c'est quoi le mot qui a été le plus recherché? Bien, ça va être, mettons, Taylor Swift. Ça va être un artiste que, oh non, on l'a vu avec tel autre artiste, avec Drake, puis là, qu'est-ce qui se passe? Ça va être les choses les plus googlées de la journée. Mais là, si je peux chercher par terme. Je peux chercher, par exemple, numérique de gestion ou transformation numérique. C'est quoi le meilleur terme des deux? Bien, par exemple, on peut voir dans mon PowerPoint que numérique de gestion n'était jamais recherché. Au cours des 12 derniers mois, il n'y avait pas de recherche significative par rapport à numérique de gestion. Mais il y en avait plusieurs par rapport à transformation numérique. Fait que pour moi, ben, c'est un indice que c'est le bon choix de mots, si j'hésitais entre les deux. Fait que là, depuis qu'on travaille sur notre SEO, on a deux listes. On a la liste, qu'est-ce que les mots que je décide à moi, de moi, avec amour. Puis ensuite de ça, qu'est-ce que les internautes recherchent. Puis est-ce qu'il y a des éléments qui sont conjoints ou est-ce qu'il y a des éléments qu'on doit choisir? Puis là, ben, c'est vraiment à l'organisme de décider. Puis c'est pour ça qu'on doit inclure la direction générale, la direction artistique, puis la direction des communications. Par exemple, nous, à Sporobol, le centre d'art actuel, ben, on dit centre d'art actuel. Mais ce qui est le plus recherché dans Google, c'est art contemporain. Mais nous, on est en art actuel pour plusieurs raisons qui sont super pertinentes, puis mon directeur me l'explique, j'y crois. Là, moi, j'ai des sources qui disent ben ce serait art contemporain qui serait le plus populaire, mais nous, on a décidé que c'était art actuel. Qui gagne? Mais là, ça va être chaque organisme de décider. Puis nous, logiquement, on a décidé que c'était art actuel pour plusieurs bonnes raisons. Fait que là, nos deux listes, nécessairement, ils vont s'entrechoquer. On ne peut pas prendre tous les mots ou tous les bons mots. Fait que c'est faire ce choix-là. Puis là, à partir de là, c'est notre vocabulaire pour tout le site web.
Dans la page à propos, on utilise ce vocabulaire-là, dans la page contact, ou dans la page intro, ou dans le bas de page, whatever. On va chercher à utiliser les mots qu'on a décidé d'utiliser, tout simplement. Nous, pour Homme numérique Estrie, on a décidé d'utiliser ça, transformation numérique, communication numérique, création numérique, puis pulsion numérique, qui est un nouveau programme de subvention du Conseil des arts du Canada. Puis on utilise toujours le mot numérique, parce que c'est ça qu'on fait. Ensuite de ça, on va définir un texte pour chaque image. Donc ça, c'est quand même assez simple. Le nom de nos images, bien, les internautes, des fois, ils ont besoin de le connaître. C'est plus pertinent que ce soit écrit, par exemple, La Joconde, Léonard de Vinci, que img-7694.jpg. C'est plus pertinent parce que Léonie, quand elle va arriver sur mon site, elle va comprendre le nom de l'œuvre. Là, c'est La Joconde, mais si c'était une œuvre d'un artiste qu'on ne connaît pas nécessairement tous le nom, bien, ça peut être super pertinent de l'écrire pour les humains. Ensuite de ça, on a le texte alternatif. Ça permet à Google de comprendre, de mieux référer mon image. Okay? Ça va donner une source d'information qui est textuelle pour quelque chose qui est visuel. Puis Google, il n'est pas bien bon pour comprendre les images. Un texte alternatif, ça doit être concis, précis et non redondant avec le texte de la page. Si, par exemple, je suis sur la BANQ et je cherche un livre, bien, le titre de la page, ça va être le titre du livre. Ensuite de ça, le sous-titre, la balise H2, titre 2, ça va être le nom de l'auteur, l'éditeur, puis tout ça. Puis il y a tout plein d'informations pertinentes, textuelles, dans ma page. Mais ensuite de ça, j'ai aussi une image. J'ai l'image de la couverture du livre. Puis là, ce contenu-là, ça va être un texte alternatif qui va être complémentaire avec ce que j'ai dans mon texte. Donc là, par exemple, j'ai une page sur la Joconde, Léonard de Vinci, le nom de mon image, Léonard de Vinci, la Joconde. Puis là, je pourrais inclure un texte alternatif qui m'explique le médium de l'œuvre, par exemple, œuvre peinte à l'huile sur panneau de bois, mais ça pourrait aussi, par exemple, être le contenu de l'œuvre. Jeune femme avec un sourire ambigu, par exemple. Donc, les textes alternatifs, ça a été créé au début du web pour les gens, pour des raisons d'accessibilité, pour les gens qui ne voient pas, donc les aveugles ou les malvoyants. Quand ils vivent le web, ils ne peuvent pas voir leur écran. Fait que ce qu'il y a, c'est qu'il y a une espèce de petit programme qui va lire tout ce qui se trouve sur le site web. Ça va leur permettre de comprendre ce qui se passe. Puis ça, Google, quand ils ont commencé à utiliser ça, c'était super apprécié parce qu'un moteur de recherche non plus, ça n'a pas d'yeux. Ça permet de mieux comprendre le contenu de l'image. Là, on fait beaucoup d'améliorations à ce niveau-là dans le web en ce moment, mais on n'est pas rendu encore à ce que Google nous comprenne là, c'est quoi l'image. Donc des fois, Google est capable de dire ça c'est un chien, mais il n'est pas encore capable de dire c'est quelle race de chien. T'sais, ça va être des niveaux comme ça là, qu'on cherche à expliquer. Donc c'est à garder en tête. Donc ici, on a l'exemple pour la BANQ. On a vérifié deux sites avec des exemples de livres jeunesse. Puis les textes alternatifs, c'est intéressant. Ils ont décidé d'écrire « Illustration de 3 pirates, un singe et un perroquet ». Ben c'est vrai, c'est ça qui se trouve dans l'image. C'est une illustration. Là, l'autre, Maria Chapdelaine, il a plus marqué, c'est un dessin d'une jeune femme accompagnée de son chien marchant dans la neige. Ils sont pas en train de dire, ben ça, c'est un livre, parce que le site de la BANQ l'explique déjà. Ils sont pas en train de dire c'est qui l'auteur. Le site l'écrit déjà. Donc là, ils écrivent quelque chose qui est complémentaire, qui donne du contexte à l'image. Ça, c'est utile à Google. Ils considèrent que c'est un site de meilleure qualité si on a pris la peine d'écrire de l'information dans le texte alternatif. Puis finalement, ben, on veut rédiger pour être compris. Donc tout le monde a déjà lu un livre de centaines de pages, mais je ne sait pas pourquoi, une page web, je ne suis pas capable de lire ça au complet, sans prendre des pauses puis soupirer longuement. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment faire des textes concis et courts, puis Google le sait. Fait que autant je vais plaire à Google que je vais plaire aux internautes. Il y a des petites astuces de rédaction pour les pages qui contiennent beaucoup de texte. Mais là, on s'entend, c'est quelque chose qui se fait quand le contenu vous appartient. Fait que si, par exemple, je suis un diffuseur de spectacle, je ne vais pas changer le texte d'un artiste, il me donne un texte promotionnel, ben c'est lui que je vais utiliser. Mais si j'ai un texte, par exemple, qui parle de ma mission ou quoi que ce soit, ben je pourrais peut-être changer certains éléments pour améliorer la lisibilité. Donc, les éléments qu'on a, c'est, par exemple, dans une page,
on ne met pas plusieurs liens vers une page, mais on peut mettre plusieurs liens vers plusieurs pages. Ça, c'est une des choses. On peut créer des liens à l'interne sur certains mots. Des liens à l'interne, c'est par exemple si je dis on a un service de transformation numérique, on a un service de communication numérique, mais là, communication numérique va être souligné, puis là, ça va envoyer vers une autre page dans le même site web, dans mon site web. Fait que là, je veux pas que les gens ils se perdent, je veux en fait leur donner un nouveau chemin pour se rendre à un autre endroit qui pourrait être pertinent pour eux. Ensuite de ça, on vise d'avoir 5 à 10 liens en moyenne par page. Là, ça inclut les bas de page. Puis, il faut faire bien attention, on n'est pas obligé d'atteindre 5. Pas du tout. Puis il faut éviter les liens inutiles. Mais mettons, dans un blog, si on a un organisme qui a un blog, ben, c'est intéressant d'avoir plusieurs liens parce que ce contenu-là permet d'être découvrable. Puis les liens, c'est toutes les petites lignes qui relient tous les éléments de la toile du web. Ensuite de ça, on va séparer nos contenus en petits paragraphes parce que c'est plus facile à lire que les longs paragraphes. On va aussi utiliser des balises puis des sous-titres qui vont être dans les déclinaisons de nos mots-clés. Donc là, par exemple, si je suis dans WordPress, je pourrais prendre du texte, puis là, le mettre plus gros, puis le mettre en gras, puis là, un internaute pourrait se dire « Ah, je comprends, ça c'est un sous-titre. » Mais Google, il ne comprendra pas ça. Pour Google, il faut avoir choisi la balise titre 1 ou titre 2 ou titre 3. Okay? Fait que là, dans WordPress, on a tous ces outils-là, ou dans Wix, ou dans Weebly, tout ça, ça existe ces outils-là pour intégrer des balises qui ne sont pas du texte de style paragraphe. Donc ça, c'est bien intéressant de le faire, puis d'utiliser ces éléments-là, parce qu'un internaute va comprendre que c'est un sous-titre, mais Google ne le comprendra pas. Donc, ce qu'on veut à la base, c'est plaire à Google. Finalement, on va utiliser un maximum les listes à puces, parce que ça augmente la lisibilité. On va écrire nos chiffres en chiffres plutôt qu'en lettres, parce que c'est plus simple. Puis ensuite de ça, on va mettre les mots qui sont importants en gras si on est dans le corps du texte. Donc, différents petits trucs. Puis finalement, pour être vu rapidement, il faut se concentrer sur la vitesse de chargement de notre site web. Il y a plusieurs sites pour tester ça que Google nous offre gracieusement. On peut juste intégrer notre URL, puis ensuite, ils vont nous dire « Ah, ton site se télécharge en 5 secondes sur le 3G, c'est très lent. Voici quelques suggestions. » Puis ils vont vous donner des stratégies pour augmenter la rapidité de téléchargement de votre site web. Google n'aime pas ça quand les gens attendent après un site. Hein, on est dans le monde de l'instantané. Il ne faut pas attendre après le site, il faut le voir instantanément. Puis finalement, on veut importer des images qui sont le plus petit format possible pour la meilleure qualité recherchée. Fait que si par exemple j'ai une image qui à la base c'était une œuvre d'art qui était projetée sur un bâtiment, ça va être une image qui peut peser des gigs et des gigs. Mais là, je ne veux pas intégrer ça dans mon site web. En fait, ce que je veux, c'est avoir une version de 1000 pixels de large maximum. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment la changer de taille. Avant de l'uploader sur le site. Ça serait ça une des bonnes façons. Finalement, on a les données structurées. Donc, puis on en a déjà parlé, on a le lien entrant, les backlinks. Ça va être nos amis, nos partenaires qui mettent un lien vers nous. Donc là, par exemple, Sporobol va mettre un lien vers 01 Homme Numérique Estrie. J'ai un lien entrant. Puis ensuite de ça, moi, je peux faire un lien sortant vers le Conseil des ordres du Canada parce qu'ils nous soutiennent pour X choses. Fait qu'on a les liens entrants puis les liens sortants. Puis c'est intéressant, très important de mettre seulement des liens sortants qui sont super pertinents parce que nécessairement, ça va amener le monde à l'extérieur de notre site web. Donc ça, c'est très important. Puis finalement, on a la plus grande encyclopédie du monde qui s'appelle Wikipédia, que tout le monde connaît. Ça serait très pertinent pour tous les organismes au Québec de se faire une page ou de trouver une âme charitable qui fait la page parce que ça fait partie des bonnes méthodes, des meilleures pratiques là, de Wikipédia, de ne pas faire soi-même sa page. Puis Wikipédia, c'est pas de l'autopromotion, c'est de l'information. Fait que c'est un projet qui est très long. Écrire une page Wikipédia, ça demande de la méthode, ça demande de s'asseoir et d'y réfléchir longtemps. C'est pas un projet de 2 heures. C'est un projet de plusieurs heures. Il faut éviter les copier-coller. Puis ensuite de ça, on va intégrer une attention particulière aux métadonnées avec schema.org, qui est un vocabulaire que tous les moteurs de recherche se sont entendus pour accepter, qu'on utilise notamment sur WordPress avec des plugins tout simples comme Yoast SEO, qui est le plugin le plus utilisé de WordPress, et Schema Pro.
Puis ça, ce que ça va dire une information à Google, ça va dire ça, c'est une page de contact. Ou ça, c'est une page de recherche. Puis là, ça lui donne encore plus d'informations. Il n'y a pas besoin de deviner qu'on est sur la page de contact. Ça, c'est très pertinent au niveau... Très pertinent et très facile de faire ça au niveau de son site web. J'ai mis quelques liens, puis là, on ne va pas vous les copier-coller dans le chat, mais ils sont disponibles pour vérifier différentes choses par rapport à la santé de votre site web. Puis là, c'est la période de questions. Si vous avez des questions, ben là, nécessairement, je vais continuer de parler. Puis là, à un moment donné, il va arriver une question ou pas. Donc là, c'est ça. Nous, on dit ça, nous offrons notre savoir et nous vivons de notre savoir-faire. C'est-tu fin? Puis le prochain mercredi technothérapie, ça va être avec le magnifique Rémi Barbala sur la console d'administration Microsoft. Puis là, on dit aussi puissante et ennuyante que vous le pensez parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué, mais de très intéressant de comprendre la console d'administration. Puis ça, c'est de l'information vraiment pour la personne qui gère les comptes, comment on crée des nouvelles adresses courriel, comment on fait ça pour l'organisation. Fait que souvent, ça va être le TI de la gang ou la personne la plus à l'aise en numérique. Très intéressant, c'est sûr. Et finalement, ben merci. On n'a pas d'autres questions, fait qu'on va y aller. Puis vous m'écrivez un courriel si vous avez besoin.